a près de 70 ans, ces hommes venaient à peine de quitter les bancs de l'école. En un clin d'œil, vous cessiez d'être un gamin. Et vous deveniez un homme. Si jeune et déjà entraîné au cœur d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire, la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. Quelques survivants, aujourd'hui dans l'hiver de leur vie, sont toujours parmi nous un peu partout. Aussi discrets que rares. Il sera bientôt trop tard pour entendre le récit de cette aventure par ceux qui l'ont vraiment vécu. Des cadavres allemands, canadiens, britanniques. Les odeurs, la puanteur. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Depuis le débarquement sur les plages normandes, aux âpres combats de la bataille des Ardennes dans les rigueurs de l'hiver, jusqu'à la découverte des horreurs nazies à travers l'Europe. Comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Comment? Nous écouterons leur histoire, racontée avec leurs mots, et non ceux des généraux et des historiens. Après toutes ces années, je m'en remets toujours pas. Là où existent des images d'archives, nous découvrirons où ils ont combattu. Et à défaut, nous utiliserons de vraies bombes et de vraies armes pour comprendre ce qu'ils ont traversé. Voici l'histoire de la dernière année de la guerre de 39-45 en Europe, racontée par ces derniers héros. L'invasion de l'Europe a commencé. Bombardée, décimée par les snipers, taillée en pièces sur les plages normandes, les troupes alliées ont progressé péniblement sur le continent. Mais le vent est en train de tourner. Une partie de l'armée alliée fonce depuis la Seine sans rencontrer la moindre résistance sur plusieurs centaines de kilomètres pour libérer Arras, Bruxelles et Anvers. Parmi les hommes, le premier lieutenant Patrick de la Force. Issu d'une famille de militaires, Patrick avait toujours su qu'il s'engagerait pour défendre son pays si la guerre éclatait. À Anvers, l'accueil qu'ont reçu les armées alliées a été absolument fantastique, à tel point que ça a posé un problème pour la suite des opérations. Les hommes voulaient continuer à combattre, mais il y avait ces filles qui les embrassaient. « C'est mon bébé, un bisou pour mon bébé, entrez boire un café, vous prendrez bien un apéritif. » Toutes les tentations possibles et imaginables. Certains soldats voient pour la première fois des visages amis. Après presque 3 mois de lutte acharnée, Patrick et les autres soldats britanniques ressentent un grand sentiment d'accomplissement. Anvers était à l'époque le plus grand port d'Europe. Pour l'armée britannique, c'était une prise de choix. On avait fait environ 5000 prisonniers. Et il nous fallait un endroit où les parquer provisoirement. On n'a rien trouvé de mieux qu'un immense zoo. Mon supérieur, le général Pip Roberts, m'a expliqué que la Croix-Rouge considérait que c'était contraire à la Convention de Genève, qu'on ne pouvait pas enfermer dans un zoo des prisonniers de guerre désarmés. Alors il leur a simplement répondu « Écoutez, les Belges ont mangé tous les animaux, alors où est le problème ?» Maintenant qu'ils ont repris Anvers aux Allemands, les Alliés veulent remettre le port en service, de manière à mettre en place une base d'approvisionnement d'une importance cruciale pour soutenir l'offensive terrestre sur l'Allemagne. Prêts à tout pour contrarier ces plans, les nazis pointent sur Anvers leur toute nouvelle et mortelle arme de pointe, le missile V2.
Ken Sturdy était en garnison à Anvers quand le premier missile s'est abattu sur la ville. Les V2 ne détruisaient pas seulement une maison, mais tout un pâté. Et impossible de se mettre à couvert parce qu'on ne les entendait pas arriver. Il se souvient très bien d'un bombardement en particulier. Un missile V2 s'était écrasé derrière un écran de cinéma. Il a réduit en fumée la moitié du cinéma, mais pas l'autre moitié. Et c'est la moitié où se trouvait le public qui restait intact. Vous imaginez le monde rassemblé pendant une séance de cinéma? Un groupe de marins dont je faisais partie était chargé de s'occuper des corps. On avait déjà vu pas mal de choses en Normandie, mais là il y avait quelque chose de tellement irréel. C'était un horrible cauchemar. Les morts étaient assis dans leur fauteuil, regardant l'écran. En fait, ils avaient été tués par l'onde de choc alors qu'ils regardaient le film. Des rangées entières de cadavres. J'arrive à en parler aujourd'hui, mais à une époque, je ne voulais même pas y penser. Prise pour cible par les Allemands jusqu'à 3 fois par jour, la ville essuie davantage d'attaques de missiles que Londres pendant le Blitz. Anvers est bientôt surnommée la ville de la mort subite. Le commandement de la Royal Air Force a décidé de monter dans le plus grand secret une équipe chargée de mettre un terme à la menace V2. Un groupe trié sur le volet est envoyé en Belgique. Aline Younghusband, 23 ans, en fait partie. Fin novembre, on m'a dit que je serais envoyée en mission à l'étranger. Je n'avais pas le droit d'en parler à mon époux, avec qui j'étais mariée depuis à peine 6 semaines. Je ne pouvais lui dire ni où j'étais envoyée, ni pourquoi. 8 d'entre nous ont été choisis. Et notre mission était de débusquer les rampes de lancement de ces V2. Afin que nos bombardiers Mosquito, qui survolaient en escadrille de 2 appareils toutes les zones possibles de lancement, puissent les bombarder. L'idée, c'était qu'on ne pouvait pas se débarrasser des V2, mais que si on parvenait à détruire les rampes, il n'y aurait plus rien pour les lancer. C'est ce qu'on a fait. Si Aline et son équipe échouent dans leur mission, les armées alliées pourraient bien se retrouver bloquées. Les Alliés ont également besoin de sécuriser l'accès au port d'Anvers pour assurer l'approvisionnement des troupes lancées vers l'Allemagne. Pour ce faire, il faut d'abord sécuriser l'estuaire de l'Escaut, qui relie le port à la mer du Nord. Or, il est toujours tenu par les Allemands. Cette mission est confiée à la première armée canadienne. Pour le haut commandement, ce n'est qu'un pion qu'on avance sur une carte. Pour les hommes sur le terrain, c'est un véritable parcours du combattant. Blessé en Normandie, un jeune paysan de 20 ans, Bill Davis, vient de rejoindre son unité. Juste à temps pour participer à la bataille qui se prépare. Je pensais, comme la plupart des gars dans l'armée canadienne, qu'on était vraiment des durs. On avait peur, ça ne fait aucun doute, on avait peur. Mais on était beaucoup à se dire, « Ok, on va leur montrer qui on est. » Ils se prennent pour des durs à cuire, c'est qu'ils ne sont pas encore tombés sur des Canadiens. Mais la belle confiance de Bill ne va pas durer longtemps. Les digues ont été dynamitées pour laisser les eaux inonder la plaine, chaque centimètre carré de terrain est miné et l'automne approche. Devant eux, des plaines marécageuses avec presque nulle part où se cacher.
Nous emparer de l'estuaire de l'Escaut, ça a été notre pire mission de la guerre. La météo était pourrie, le froid, la pluie, la neige, et pas un endroit pour se réchauffer ou se sécher. J'étais vraiment frustré parce qu'en plus, on se faisait canarder par des mitrailleuses comme vous n'avez pas idée. J'avais perdu la plupart de mes gars. Et alors que je m'étais redressé pour jeter un œil aux alentours, mon copain le plus proche m'a foutu par terre en me disant « Si tu continues à faire ça, tu vas te faire tuer !» On a passé le reste de la journée à se balancer des grenades qui faisaient des allers-retours entre nous d'un côté et les Allemands de l'autre. C'était un vrai massacre. Le champ de bataille était jonché de blessés en train de hurler. On n'était plus que 19 survivants sur la centaine d'hommes de notre compagnie. Alors qu'on battait en retraite, je suis tombé sur le commandant de notre compagnie, le major Popham. Il était étendu là, après avoir reçu une balle dans la tête un peu plus tôt dans la journée. Alors j'ai commencé à ramasser son étui à cartes, ses papiers, etc., pour ne pas les laisser aux boches. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai entendu dire, vous n'allez pas me laisser là. Vous n'allez pas me laisser là, hein, Scoop? C'était mon surnom. Au début, je n'ai pas trop su quoi répondre, parce qu'il avait la peau du crâne qui pendait derrière la tête. Mais je lui ai mis un bandage de mon kit de secours et je lui ai dit « Major, je ne peux pas vous porter, mais on ira aussi loin que possible. » Et c'est ce qu'on a fait, accrochés l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit où des jeeps emportaient les blessés. C'est la dernière fois que je l'ai vu. J'ai voulu l'allonger sur une civière, mais il a refusé. Je ne l'ai jamais revu, et on m'a dit qu'il avait repris son métier d'avocat après la guerre. La première armée canadienne essaie désespérément de déloger les Allemands de l'estuaire de l'Escaut pour sécuriser le port d'Anvers. Déterminés à les repousser, les Allemands se défendent à l'arme lourde et au mortier. Vous vous dites que vous allez passer au travers, que ce sont les copains qui vont prendre. Mais plus la guerre avance, plus vous réalisez que vos chances s'amenuisent. L'horloge tournait et la fin de la guerre approchait. Et moi j'avais de plus en plus peur parce que je me disais, avoir traversé tout ça et se faire tuer maintenant, l'Allemand qui me fait ça, je le rentrais jusqu'à la fin de ses jours. Doug Widler, 20 ans, est expert en mortier dans l'armée canadienne. Il se rappelle encore avoir regardé ce paysage inondé en se demandant comment il allait bien pouvoir combattre dans ces conditions. Les Buffalo étaient des véhicules amphibies sur lesquels on pouvait faire monter un char Bren Carrier ou une dizaine d'hommes. Doug a combattu en Normandie avec Bob Gardner, qu'il a rencontré juste après le débarquement et qui est immédiatement devenu son meilleur ami. Le débarquement avait eu lieu dans la matinée. Et Bob était là en train de nettoyer une alliance que sa petite amie lui avait offerte, un anneau avec une croix au milieu. Et donc il était là en train de la nettoyer quand je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, Bob ?» Il m'a répondu « J'aime pas ça ». C'était la première fois que j'entendais dire un truc pareil. Je lui ai répondu « On a connu bien pire », parce qu'à ce moment-là, c'était plutôt calme. Mais la nuit a été terrible. Un déluge de bombes.
Bob et moi, on a combattu toute la nuit. Au lever du jour, on s'est endormi dans une grange. On n'avait pas fermé l'œil et vers 8 heures du matin, on a enfin pu dormir. Vers 11 heures, la grange a été touchée par un obus. Tout le monde a commencé à dire « Quelqu'un est blessé ?» Blackie a répondu qu'il était blessé, qu'il avait été touché au genou. J'ai secoué Bob pour lui dire « Tu as entendu ? Blackie est blessé. » Bob a roulé sur le côté et j'ai vu qu'il avait un minuscule éclat d'obus planté dans la tête. Un minuscule éclat qui le faisait à peine saigner, mais qui l'avait tué. C'était vraiment dur. Je n'ai plus jamais été le même après. J'ai fait une vraie crise de nerfs. Je suis allé sur la route et j'ai vu une colonne de prisonniers allemands. J'ai attrapé une mitrailleuse et j'ai commencé à crier que j'allais tous les tuer. J'étais tellement en colère. Il était crucial que les Canadiens sécurisent la vallée de l'Escaut, car les forces aéroportées américaines et britanniques vont bientôt avoir besoin de soutien logistique. Ces dernières ont reçu l'ordre de s'infiltrer derrière les lignes allemandes pour s'emparer de toute une série de ponts enjambant rivières et canaux le long de la frontière entre l'Allemagne et la Hollande. Simultanément, l'infanterie et les blindés britanniques sont censés enfoncer les défenses ennemies avant d'opérer leur jonction avec les forces aéroportées et d'emprunter les ponts pour pénétrer en Allemagne. Le haut commandement assure que si ce plan fonctionne, la guerre sera finie avant Noël. Engagé à seulement 18 ans, Bill Blois fait partie des forces aéroportées britanniques. Il est impatient d'être parachuté derrière les lignes ennemies. On nous avait briefé pour 16 missions en France et en Hollande. Et à chaque fois, elles avaient été annulées. Il nous était même arrivé d'embarquer dans des avions qui avaient décollé vers notre objectif. Et au dernier moment, on avait fait demi-tour. On en avait assez. Je me souviens que notre chef est venu nous voir et il nous a dit « Le temps qu'on arrive là-bas, il n'y aura plus aucun Allemand à tuer. » La frustration grandit, comme s'en souvient parfaitement Johnny Peters, apprenti forgeron à l'époque. On nous avait surnommé l'armée mort-née. Ça faisait 3 semaines qu'on était là, et il ne se passait rien. Mais finalement, le grand jour est arrivé, et on était content d'aller au combat parce qu'on voulait faire ce pourquoi on avait été entraînés. Le 17 septembre 1944 débute la plus grande opération aéroportée de l'histoire. 30 000 hommes y participent. Il aurait été possible de traverser la Manche en marchant d'une aile d'avion à une autre. C'était tellement énorme que des avions décollaient encore en Grande-Bretagne alors que les premiers hommes atterrissaient en Hollande. Des parachutistes américains doivent sauter sur Eindhoven, Zoon et Wegel, puis tenir les ponts qu'emprunteront ensuite les troupes terrestres. L'un des hommes chargés de mener les troupes à bon port est le lieutenant Frank Gregg, 21 ans. C'était un dimanche après-midi, vers 1h. Le soleil brillait. J'ai atterri pile au bon endroit. Je me suis retrouvé au milieu de ces énormes vaches laitières. Et bien sûr, elles ont commencé à paniquer en voyant tous ces parachutes tomber du ciel. Là, je me suis dit, je n'ai vraiment pas envie que chez moi on reçoive une lettre de l'hôpital expliquant que j'ai été gravement blessé par une vache laitière.
Des Hollandais arrivent. Ils ont tous des bouquets de fleurs. Et aussi du cidre qu'ils veulent offrir à mes hommes. Je tente de capter l'attention de mes soldats pour qu'on essaie d'atteindre notre bon sang d'objectif, qui était un pont ferroviaire. J'ai finalement réussi à éloigner mes hommes des vaches et de tous ces gens. Je me suis dit que c'était vraiment chouette et que toutes les opérations devraient se passer comme ça. Mais les combats font bientôt rage. Les Allemands ont frappé. Et ils ont frappé fort, parce qu'avec toutes ces unités qui avaient battu en retraite de Normandie et de toutes les zones le long de la Manche et de la mer du Nord, il y avait une énorme concentration d'hommes en Hollande. Et c'est sur eux qu'on est tombé. Ce soir-là, à minuit, un bataillon d'Allemands est arrivé par la route. Et il s'est lancé à l'assaut de mon pont. Après avoir perdu à peu près un tiers de mes hommes, je ne pensais vraiment pas qu'on allait s'en sortir. C'est déjà terrible de perdre un homme dans ces petites unités aéroportées où chaque vie compte. Mais perdre la moitié d'un peloton, c'est un coup terrible. Après, il faut s'asseoir et écrire les lettres aux familles. Vous avez beau être à moitié mort d'avoir combattu toute la journée, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les corvées s'accumuler. Vous devez vous asseoir et écrire ces lettres. Et c'est ça qui est dur. C'est avec le plus grand regret que je vous annonce que votre fils, votre neveu, le membre de la famille le plus proche signalé par la victime lors de son enrôlement, a été blessé au combat et est mort de ses blessures à l'hôpital. Ou bien est tombé au champ d'honneur, ou quel que soit l'endroit où il est tombé. Vous étiez obligé de rester assez neutre, parce qu'une censure sévère s'exerçait à l'époque. Et on ne pouvait pas dire grand-chose, à part « c'était un bon soldat ». Des centaines d'hommes de Frank sont tombés pour tenir ce pont près de Wegel. J'ai réussi à tenir ce pont pour que les Britanniques puissent éventuellement faire passer leurs tanks dessus, leurs tanks et leurs camions. Et ils m'ont décoré pour avoir tenu le pont, même s'ils ne l'ont jamais utilisé. Si Frank Gregg et ses parachutistes américains sont parvenus à sécuriser leur pont, plus au nord, leurs homologues britanniques s'en sortent moins bien. Le général Browning leur a ordonné de tenir un pont pendant 48 heures, au terme desquelles des forces terrestres, stationnées à 100 km de là, sont censées venir les délivrer. Dès le début, les choses commencent mal. 360 hommes sont parachutés à 10 km de leur cible, le pont d'Arnhem. Ils sont sous le commandement du major Tony Hibbert, 26 ans. L'une des premières erreurs du major Browning a été de nous faire parachuter à 10 km de l'objectif. Et avec 50 kg d'équipement, on peut difficilement courir à toute vitesse. À
93 ans, Tony Hibbert est l'un des rares officiers ayant combattu à Arnhem encore vivant aujourd'hui. Il savait qu'une Panzer-division d'élite était en train de se réorganiser près d'Arnhem et que le haut commandement ne l'ignorait pas. Mais ses supérieurs avaient écarté la question d'un revers de main et décidé d'envoyer les hommes malgré tout. Vous obéissez aux ordres et vous faites avec. Vous n'avez pas d'autre choix de toute façon. Alors qu'Hibbert et ses hommes mettent en place leur défense, le pont commence à trembler. On pensait que c'était nos tanks qui venaient du sud, les tanks qui étaient censés venir nous délivrer. Il y avait à peu près 160 gars sur le pont. Ils ont tous enlevé leurs casques, sorti leurs bérets et se sont avancés pour accueillir les copains. Et bien évidemment, ce n'est que quand ils sont arrivés au milieu du pont qu'on s'est aperçu qu'ils ne portaient pas les bons insignes. Une division de panzer allemands fonce vers Tony Hibbert et ses parachutistes. On a dû se replier à toute vitesse et on a livré une magnifique bataille. Les soldats qui tiennent le pont d'Arnhem parviennent à repousser l'assaut d'une Panzer-division. Ils sont immobilisés sous un feu violent, mais ils tiennent leur position. Mais les chars censés les aider sont à des kilomètres. Tony Hibbert et ses hommes doivent désormais combattre dans les rues d'Arnhem. On s'est beaucoup battu à main nue, à la baïonnette. Quand ça devenait vraiment difficile, le caporal ordonnait de fixer les baïonnettes et on sortait. Les Allemands détalaient à toute vitesse. Ils n'aimaient pas ça. Comme les Allemands ont installé des tireurs embusqués partout dans la ville, les Britanniques décident de faire pareil. Johnny Peters de Liverpool semble être né un fusil à la main. Les Allemands ont maintenu un feu nourri depuis leur position toute la journée. On se serait cru dans un western. On entendait des balles tracées dans tous les sens. Ça en devenait drôle. Plus tard, une patrouille allemande est venue se promener juste devant nos lignes, avec un officier et une vingtaine ou une trentaine d'hommes. On a ouvert le feu et on les a alignés comme au tir au pigeon. On en a tué plusieurs. Je repère un type et le sergent Watkins me dit « Tue-le ». J'ai eu de la chance, je l'ai eu. On était entraînés à faire ça, vous savez, à les tuer. Le premier gars que j'ai tué, je l'avais dans mon viseur quand j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, il a une mère ou une petite amie, une femme peut-être. C'est la seule fois où je me suis posé des questions avant de tirer. Sur le pont d'Arnhem, Bill Bloys est en train de patrouiller quand il repère un abri qui lui paraît suspect. Il y avait un entrepôt de munitions sur le pont, mais on ne savait pas ce qu'il contenait. Chaque unité avait un lance-flamme. Alors on a essayé d'ouvrir au lance-flamme. Ça a explosé comme une bombe. Le pont a tremblé, toute la zone était illuminée. Mon Dieu! Dans
Dans les rues voisines, les Allemands plus nombreux et disposant d'une puissance de feu supérieure martèlent les Britanniques. On devait être un escadron entier retranché dans une maison. Quand les Boches ont commencé à nous arroser, on a filé dans la maison d'à côté. Ils nous ont suivis, ils se sont dit qu'ils nous auraient dans cette maison. Ils démolissaient les façades, une par une, avec d'énormes véhicules blindés. Et quand on essayait de sortir, on se faisait abattre les uns après les autres. Un ami à moi, le première classe Jackson, m'a dit « Johnny, j'ai été touché dans le cou. » Et il a ajouté « Je crois que la balle est ressortie de l'autre côté. » Il avait raison. Il avait le cou tout raide. Il était en état de choc. Alors je lui ai dit « Tu veux que j'essaie de te trouver du thé quelque part ?» Il m'a répondu « Oui, si ça ne t'ennuie pas. » J'ai laissé mon fusil et après avoir parcouru 300 ou 400 mètres, j'ai trouvé un type qui faisait du thé. Je lui ai demandé s'il pouvait m'en donner une cantine. Je lui ai dit que mon ami était blessé et il a accepté. J'allais partir quand un obus est tombé dans les parages. Mon thé était couvert de terre. J'ai été obligé de le jeter. Quand je suis revenu auprès de lui, tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un sur un brancard avec une jambe en moins. Impossible de trouver Fred Jackson. Johnny ne trouvera jamais Fred Jackson. S'il n'était pas allé lui chercher du thé, il ne serait peut-être plus en vie aujourd'hui pour raconter cette histoire. Sur le pont d'Arnhem, c'est le règne du chaos. Les infirmiers sont incapables d'évacuer les blessés, les radios ne fonctionnent plus, et les hommes sont complètement coupés les uns des autres. Les renforts terrestres sont toujours à des dizaines de kilomètres de là. Le général en charge des opérations avait prévu que 10 000 hommes devaient tenir le pont 2 ou 3 jours. Au lieu de quoi, ce sont 740 hommes qui le tiennent depuis 4 jours entiers. Mais les Allemands décident d'intensifier leur contre-offensive. Ils bombardaient notre bâtiment de fumigènes. Des fumigènes qui, bien sûr, contenaient du phosphore. Ce qui fait qu'au moins la moitié des hommes du quartier général de la brigade étaient occupés en permanence à éteindre les feux qui se déclenchaient. On était sous le feu constant de l'artillerie. À chaque explosion, des débris volaient dans l'air partout autour de nous. La ville d'Arnhem est en proie aux flammes et les soldats britanniques n'ont plus d'endroit où se retrancher. On savait que la partie était perdue. On courait en tournant en rond, on tombait sur une autre unité et on courait en continuant à combattre. Mais les Boches étaient en train de gagner la bataille. On avait 2 médecins, ils étaient tout le temps sur le pont. Les pertes étaient de plus en plus sévères et les Allemands le savaient. On ne dormait pas, ou à peine. On n'avait plus d'eau, on n'avait plus rien à manger et on n'avait plus le moindre médicament. Et pourtant, tout le monde gardait le moral. Les gars continuaient à rire, à faire des blagues. Ils ne pensaient pas à eux. C'était vraiment des braves. Les meilleurs des hommes.
On continuait à espérer que la cavalerie allait arriver. Les officiers ne savaient rien, mais pour préserver le moral des troupes, ils nous disaient que les renforts seraient là demain. Mais il n'y a jamais eu de demain. Incapables de soigner leurs blessés, les Alliés comprennent qu'ils vont devoir ravaler leur fierté et hisser le drapeau blanc. Tout était dévasté. J'avais honte qu'on soit venu jusqu'ici et qu'on n'ait rien pu faire pour ces gens. Cette opération n'aurait jamais dû avoir lieu. Est fait prisonnier avant d'être déporté dans une mine de sel en Allemagne. Il s'en échappera, sera rattrapé, renvoyé dans la mine, d'où il s'échappera à nouveau. Johnny Peters est l'un des rares chanceux à parvenir à s'échapper en descendant le Rhin sur un bateau. Un reporter du Daily Express a pris une photo sur laquelle on est tous en train de sourire. Et le lendemain, elle était dans le journal avec comme légende « Ils ont combattu comme des lions ». Ma mère n'avait pas assez d'argent pour se payer le journal, mais quelqu'un lui en a parlé. Il y a une photo dans le journal des gars des unités aéroportées qui combattent à Arnhem. Elle a dit « Oh, c'est mon fils ». Et elle s'est évanouie. Elle m'avait reconnu. Tony Hibbert est également fait prisonnier. Après avoir tenté de se cacher dans les décombres d'Arnhem, il est découvert par des officiers allemands et envoyé en captivité avec plusieurs de ses hommes. À quelques kilomètres d'Arnhem, le camion s'est arrêté. Au moment où il a redémarré, j'ai sauté avec un autre officier. Là, j'ai réussi à m'échapper. Mais en représailles, le caporal allemand en charge du camion a retourné son fusil mitrailleur contre mes camarades et les a tués tous les 6. Ça me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. C'est le seul moment où je me souviens avoir ressenti une réelle émotion. La gigantesque offensive aéroportée est un échec. Les armées ont atterri à différents endroits presque par hasard et sont incapables de faire leur jonction. L'opération Market Garden est un désastre. De leur côté, les Canadiens ont eu plus de succès. Ils ont presque réussi à prendre le contrôle des rives de l'Escaut et de l'estuaire, permettant ainsi de rouvrir le port d'Anvers. L'île de Walcheren est le dernier bastion encore aux mains de la Wehrmacht. Puissamment fortifiée, elle est défendue par des canons bien à l'abri derrière de massifs bunkers en béton. Un commando de marine est envoyé pour prêter main forte aux Canadiens. Jim Kelly de Liverpool en faisait partie. Ils nous ont expliqué qu'il fallait à tout prix prendre cette île. C'était devenu un objectif essentiel parce qu'elle dominait l'estuaire de l'Escaut. Aucun navire ne pouvait passer avec tous ces canons logés dans d'énormes casemates en béton. Jim a rejoint la marine pour se venger du bombardement de sa ville natale par la Luftwaffe.
À ce moment-là, le commando A, dont je faisais partie, n'était pas l'unité de tête. Et les hommes sur le flanc gauche se sont retrouvés pris dans un champ de mines. 4 gars ont été blessés. Soigneusement dissimulées un peu partout sous la surface inondée, des mines antipersonnelles que les Américains surnomment Bouncing Betty, Betty la sauteuse, parce que quand la botte d'un soldat la déclenche accidentellement, elle saute en l'air avant d'exploser. Jim sait que c'est avec les plus grandes précautions qu'il doit sortir ses camarades blessés de ce guêpier. J'ai traversé le champ de mines en tâtant soigneusement le terrain jusqu'à l'un des gars. Quand je l'ai soulevé, j'ai entendu un pop. Une mine est sortie de terre entre le milieu de son dos et mon torse. Il me restait 4 secondes. Elle n'a pas explosé. Alors j'ai sorti les 4 gars de là en refaisant le chemin à l'envers dans mes traces de pas. Maintenant que les hommes sont sortis sains et saufs du champ de mines, Jim et ses camarades doivent encore trouver le moyen de s'emparer des bunkers. Ces bunkers bétonnés étaient parfaitement fonctionnels. L'un d'entre eux abritait même un hôpital grandeur nature. En approchant de leur objectif, ils n'ont pas la moindre idée de la résistance qu'ils vont rencontrer. Quand on s'est retrouvé au-dessus d'eux, ils se sont claquemurés à l'intérieur et ils sont restés là. On a tambouriné à leur porte en leur disant de sortir. Et finalement, on s'est retrouvé à passer la nuit perché là-haut à rien faire, à moitié gelé. Le lendemain matin, ils sont tous sortis avec leur paquetage soigneusement préparé, leur petit sac à dos. Ils sont sortis comme ça, et ils se sont rendus. Et ils ont tous fait la même chose partout, batterie après batterie, tout autour de l'île. Vaincus, les Allemands abandonnent la lutte. Jim et ses hommes se déplacent rapidement entre les dunes, de bunker en bunker, supposant que tous les Allemands se sont rendus. On a dévalé une dune, et dès qu'on est arrivé dans le creux de la dune, les Allemands ont ouvert le feu. Ils savaient qu'on était piégés ici. Ils nous ont immédiatement arrosés à l'arme lourde et au mortier. On a payé le prix fort. On a perdu 12 hommes ce jour-là, et Dieu sait qu'on ne pouvait pas se le permettre. Jim est touché par des éclats d'obus à plusieurs endroits. Il doit être évacué vers l'hôpital et retourne bientôt en Angleterre. Il sera cité pour son rôle dans la bataille de l'Escaut. Les soldats ont atteint le principal objectif que leur avait fixé le haut commandement, ouvrir l'estuaire de l'Escaut. Les munitions et les vivres peuvent désormais affluer vers le port d'Anvers pour approvisionner les troupes engagées en première ligne. Les atrocités dont Doug Vidler a été témoin, à commencer par la perte de son meilleur ami Bob, ont entraîné ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Perdre mon meilleur ami dans le bombardement, ça m'a beaucoup affecté. À la fin, on m'a offert de passer sergent, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas avoir à m'occuper d'autres gars. J'en avais déjà assez à faire avec moi-même. Doug est traité pour ses troubles et les cauchemars finissent par cesser. Après avoir ramené son commandant vers l'arrière, Bill Davis est blessé à son tour et rapatrié. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ce qu'on nous demandait, mais j'en suis très fier. Je suis très fier d'avoir servi aux côtés de ces gars. Très fier.
Ça, c'est la plume rouge qu'on porte sur nos bérets comme un signe. Eh bien, je la porte à chaque fois que j'en ai l'occasion. Dans le prochain chapitre, alors que les Alliés pensent foncer sur Berlin, Hitler leur joue un dernier tour en lançant une vaste contre-offensive dans les Ardennes. Des centaines d'hommes vont mourir lors d'un hiver comme on n'en avait pas vu depuis des décennies, combattant dans des tranchées creusées à la hâte dans la neige des forêts allemandes. Mortier, lance-mines, canon de 88. Vous n'êtes plus que de la chair à canon. Dans la ville de Bastogne, les soldats alliés sont encerclés par un ennemi supérieur en nombre, à court de vivres et de munitions. Vous avez froid, vous avez faim, vous êtes trempés jusqu'aux os, mais vous continuez à attaquer. Attaquer.